Comment ça va? Et si vous vous installiez? Et si vous vous installiez, prenez place, installez-vous. On va démarrer. Bienvenue. Bienvenue. Pour ceux qui nous entendent, qui entendent vaguement quelque chose dans le fond, venez nous rejoindre, on est place des Cascades. On s'installe pour cette deuxième édition du Club Agora. On va ouvrir le bal. Allez hop, soyez pas timides, installez-vous, il y a de la place devant, les filles. On va démarrer. Monsieur le maire, ce serait sympa d'arrêter de discuter, de venir nous voir. Alors, bienvenue. On attend un dernier invité, mais je vous propose de démarrer. Stéphane Baudet, comment ça va? Ça va, Nora Madi? Et toi? Plutôt bien? Elle est malade, je suis malade, c'est la saison. Écoutez, juste un petit mot d'introduction pour vous remercier d'abord d'être nombreux à ce premier débat pour cette seconde édition du Club Agora. Vous savez que nous avions historiquement les rendez-vous de l'éthique à Évry, des débats de fond ouverts au grand public, mais qui se déroulaient dans le cénacle un peu fermé de la mairie. Et donc on est, je vois le nouveau directeur de la scène nationale, on est plutôt en process hors les murs pour venir discuter avec vous, pas dans l'institution, et de façon assez libre, de sujets de société pendant toute la semaine. Aujourd'hui, l'alimentation, la vie chère, sujet qui évidemment nous tient à toutes et tous à cœur, mais vous verrez qu'on parlera d'école, on parlera des femmes, on va avoir plein de sujets passionnants cette semaine. Je voudrais juste, pour pas être très long, remercier celles et ceux qui nous ont aidés. D'abord les équipes de Nora, je pense qu'on peut l'applaudir avec toutes ces équipes, parce que c'est du travail de préparation. Et c'est d'autant plus du travail de préparation, je veux vraiment te remercier du fond du cœur, parce que c'est un travail aussi de l'ombre antérieur à ces débats qui se fait aussi en bon français avec nos associations du territoire. Et vraiment merci pour cette préparation. Remercier Vincent, je crois que le dernier débat de la semaine se déroulera à l'université. Vincent qui est notre nouveau depuis une semaine président de l'université, vous pouvez l'applaudir. On pense évidemment à notre ami Patrick Curmy qui a fait 2 mandats. Directeur du centre commercial, merci de l'accueil du centre commercial. C'est toujours un plaisir d'être ici, vous pouvez l'applaudir également. Et puis en essayant d'oublier personne, je commence les débats du début de la semaine par les remerciements. On devrait plutôt le faire à la fin, mais quand même, graine d'artiste là-bas qui nous accompagne. Merci à vous. Et j'ai déjà évoqué notre directeur de la scène nationale, Nora. Est-ce que tu as que le nez pris ou les oreilles aussi, hein? Évidemment, la scène nationale. Et puis, pardonnez-moi cette petite blagounette dans le coin à l'endroit de quelques médias qui parfois se fourvoient. La disparition de la Fnac du centre commercial, c'est pas la disparition des librairies d'Évry. Nous avons une librairie dont nous sommes très très fiers. La Procure, merci François d'être à nos côtés. Voilà, ça permet de faire un petit peu de pub pour notre librairie, pour la lecture. Lisez, ça fait toujours du bien. Merci Nora. Je passe la parole à Vincent. Non, comment c'est prévu? Plutôt à l'université. Monsieur le directeur, un petit mot? Merci. Merci d'être là pour la deuxième édition. Merci à l'ensemble des équipes pour toute l'organisation et j'espère que les débats vont être très enrichissants. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci Stéphane Baudet. On vous attend pour venir participer évidemment tous et toutes à ce débat. Vous connaissez le principe, ceux qui étaient là l'année dernière et ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous l'expliquer. Et eh bien, ces débats, on a 2 invités, un troisième arrive qui est le directeur général de Carrefour qui va nous rejoindre et on l'attend. Ce sont des débats inversés, ce qui veut dire qu'une fois n'est pas coutume, en plus d'être dans l'espace public, ce qu'on vous propose, c'est que vous donniez le tempo de ce débat, donc que vous preniez la parole, que vous squattiez le micro, que vous le preniez et que vous fassiez en sorte de faire avancer le débat. Mais avant ça, quand on vous a dit, le monsieur le maire nous disait à l'instant
qu'on a travaillé avec des associations de la ville. On a fait appel à Révolte-toi Évry. Révolte-toi Évry, c'est une association qui fait des concours d'éloquence. Et donc pour ça, on a 2 jeunes filles qui se proposaient de démarrer notre débat sur la vie chère par une petite joute verbale. Mesdemoiselles, venez par ici donc, venez vous présenter, installez-vous. C'est quoi vos petits noms ? Bonjour, je m'appelle Léa Ratti et du coup je fais partie de l'association Révolte-toi Évry. Et mademoiselle ? Moi c'est Ouri Mirabeb, je fais aussi partie du coup aujourd'hui de l'association Révolte-toi Évry de l'université d'Évry Paris-Saclay. Eh bien écoutez, parfait. Mesdemoiselles, vous partez sur une petite joute verbale. Est-ce qu'il faut s'habituer à la vie chère ? Eh bien, on va vous écouter. Allez-y, je vous en prie. Non, c'est moi la positive. Faut-il s'habituer à la vie chère ? C'est une question que tout le monde se pose, étant donné la crise, l'inflation des prix. En effet, l'inflation des prix est de 3,2%. C'est ce que le journal Figaro vient de dire. À l'instar de cette démonstration de prix, on peut voir que de nombreuses grandes surfaces essayent d'améliorer la qualité des Français et la qualité de vie, notamment avec le barrage du défi anti-inflation qui a été mis en place par Carrefour. On peut voir aussi que Leclerc a mis le défi prix bloqué, notamment sur les baguettes, avec aussi des aides pour acheter de l'essence. Tout cela aussi a été mis en place par l'État qui essaye d'aider le quotidien des Français avec des chèques pour acheter de la nourriture, des chèques pour acheter de l'essence. Mais ça, je ne vous le cache pas, ils nous le baratinent dans les réseaux sociaux et sur les chaînes d'information. Ainsi, on peut voir qu'un certain nombre de dispositions sont mises en place pour aider vous autres, nous les Français, à faire face à cette vie chère. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux dire que oui, la vie est chère, mais non, nous ne devons pas nous en inquiéter parce qu'un certain nombre de personnes essayent de nous aider à avancer et à continuer à vivre décemment, à vivre comme des êtres humains. Et donc, ne vous inquiétez pas, parce qu'ils sont là. Merci. Alors, vie chère, en réalité, la réponse, elle est dans la question. Puisque si la vie, elle est chère, c'est qu'elle n'est pas normale. Et si elle n'est pas normale, c'est qu'elle relève de l'exception. Et banaliser l'exception, c'est un très danger, et puis c'est un grand danger, puisque c'est le faire entrer dans la norme, le commun. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, enfin ce mois-ci, en février, il y a une hausse de 15% du prix de l'électricité qui vient d'être annoncée au 1er février ? 15% avec le bouclier tarifaire. Ce bouclier qui sera relevé en juin 2023. Chose qui craint, puisque si aujourd'hui il y a 15% de hausse de l'électricité, en juin, ça sera combien ? En juin, mesdames et messieurs, ça doublera. Est-ce qu'il faudrait s'habituer au doublement des prix ? Est-ce qu'il faudrait s'habituer au manque d'alimentation, à un repas de moins dans les foyers ? Est-ce qu'il faudrait s'habituer au fait qu'on n'arrive plus à se réchauffer en hiver ? Non, les Français, les Françaises et les Français, eux, les personnes lambda veulent se réchauffer en hiver et manger à leur faim, puisqu'ici, il s'agit des droits les plus vitaux. Et ces droits-là, c'est la moindre des choses, c'est de la dignité. Lorsqu'on mange, c'est une dignité humaine qu'on défend. Ainsi, c'est vrai que cette crise, elle est mondiale et internationale et qu'on est victime par ricochet de la guerre en Ukraine, mais
Est-ce qu'il faudrait s'habituer à la vie chère et donc s'habituer à la guerre? Non. Non, on souhaite toutes et tous arrêter de payer plus cher que ce qu'on payait avant et c'est une évidence. Donc le débat est une évidence. C'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai que l'année dernière, en 2022, la Commission de la régulation de l'énergie a annoncé qu'il y a une crainte d'approvisionnement de gaz. Mais est-ce qu'on doit s'habituer à cela? On ne doit pas s'habituer. Et donc, pour ce qui est du chauffage, je dois conclure, c'est ça? S'il vous plaît. Eh ben, pour le bon fonctionnement de la société et pour nos porte-monnaies, on ne doit pas s'habituer à la vie chère. Merci les filles. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Et à demain. Rami Battier, vous êtes le directeur général de Carrefour. Vous arrivez, on vous installe. Je vais vous présenter nos invités, mais comme vous le savez, c'est vous qui allez commencer. Bienvenue. Bienvenue à tous les trois. Rami Battier, donc vous êtes directeur général de Carrefour. Carrefour France, soyons précises. Olivier Grignon, vous êtes secrétaire général de la Fédération du Secours populaire de l'Essonne. Gilles Rotillon, vous êtes professeur émérite en sciences économiques de l'Université de Paris-Nanterre et membre des économistes atterrés. Vraiment, Gilles, je vais vous remercier parce que vous remplacez au pied levé votre collègue Virginie Monvoisin, qui n'a pas pu se déplacer à cause du mouvement social contre la réforme des retraites. Donc vraiment, merci beaucoup. Alors, je le disais, c'est vous qui commencez. Alors, je vais commencer par le... Comment ça va, mesdames? Ah bah oui, bah non, mais on se connaît. Bah on se connaît, vous allez pas faire comme si on se connaissait pas. On s'est vu la semaine dernière. Bah oui, maintenant. On s'est même dit qu'on allait dîner ensemble. Que madame, elle faisait tellement bien la cuisine qu'elle allait falloir qu'on aille toutes s'organiser un dîner. Donc, ces dames font un travail extraordinaire. Elles viennent du chantier du Coq, c'est bien ça? On s'est vu la semaine dernière et on a justement parlé de tout ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, mesdames, la vie chère? Vous, votre quotidien, c'est quoi? Bonjour à tout le monde déjà. Et voilà, ce que j'aimerais dire pour cette vie chère, je pense qu'on ne devrait pas s'y habituer. Parce qu'on doit manger à notre faim. Et c'est vrai qu'on ne doit pas vivre au-dessus de ses moyens et tout, mais il faut le minimum quand même. Parfois, on est obligé de se priver, mais pas nécessairement les besoins les plus fondamentaux. Voilà, il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner, il y a le goûter et il y a le dîner. Mais bon, moi, de toute façon... Mais comment vous faites les courses, vous, par exemple? Voilà, moi, pour les courses, je privilégie les produits les plus nécessiteux. Et surtout par rapport aux soi-disant promotions, avant, je calculais pas trop, mais maintenant, je calcule. Quand je n'ai pas besoin, même si c'est en promo, je ne prends pas. Ouais. Alors, on voit bien qu'effectivement, c'est quand même plus difficile, qu'on se permet moins de choses. Regarde-moi dans les yeux, on se connaît. Tu m'as dit la semaine dernière que vous aviez même un fil WhatsApp où vous vous donniez des tuyaux sur les promotions en ce moment. Ça veut dire quand même que c'est plus difficile. Oui, bonjour à tout le monde. En fait, c'est difficile maintenant pour faire des courses. Par exemple, l'habitude, on calcule pas. Là, maintenant qu'on fait les courses, on calcule. Par exemple, qu'est-ce qu'on va besoin. En fait, quand je vois cher, mais de toute façon, c'est cher. Je vois que c'est cher. On vivre, soit c'est cher ou pas cher, on vivre. Si on a besoin des choses, on est obligé, on achète. Mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu t'es privé, toi? Calcul privé? Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu as arrêté d'acheter? Non, impossible. J'ai arrêté d'acheter, obligé. J'ai des enfants, ils demandent des choses pour acheter, c'est obligé. Obligé à acheter. Cher. Même si c'est cher. Ouais.
Et par exemple, on fait des courses, on calcule les prix. Par exemple, à Carrefour, à Lidl, on va comparer avec ce qui est moins cher. Mais je trouve qu'ils ont le même prix. Là maintenant, ils sont augmentés. Par exemple, avant, des choses à 1 euro, là maintenant, c'est 2 euros. Bah, obligé à acheter pour les enfants et pour nous. On ne va pas vivre, en mourir de faim pour ça. Ouais. Par exemple, avant, 10 euros, tu achètes beaucoup de choses. Là, par exemple, là maintenant, 10 euros comme 2 euros. Ouais. Je ne peux pas acheter tout. C'est quoi la réalité de l'augmentation des prix, Rami? Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, ce que vous constatez? Mesdames nous disent avant, avec 10 euros, on pouvait acheter beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est comme si on dépensait 2 euros. Elles nous disent pas tout, mais je le sais, elles ont un fil WhatsApp où elles se refilent les promotions, les tuyaux. Il y en a certaines dans l'équipe qui passent une journée entière à faire des courses en courant les promotions, en courant les petites et les moyennes surfaces dans les petits magasins, etc. Ça, est-ce que vous le constatez? Bonjour à tous. L'inflation, elle est là. Depuis l'année dernière, si on compare les prix en janvier 2023 avec les prix des mêmes produits en janvier 2022, les prix auront augmenté de presque 13%. En alimentaire? En alimentaire, de presque 13%. Maintenant, si on fait un zoom sur les produits essentiels, c'est-à-dire le riz, le lait, le yaourt, l'huile, donc tous les produits essentiels dans le panier, les prix n'ont pas augmenté de 13%, mais plus de 20%. Donc ce que les familles achètent régulièrement, eh bien l'inflation a été malheureusement très 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 forte. À cette inflation s'ajoute un problème de pénurie, un problème de disponibilité des produits. On l'a vécu l'année dernière où l'huile de tournesol, même pour ceux qui voulaient acheter de l'huile de tournesol, il n'y en avait pas tout le temps. La moutarde aussi a disparu des rayons. Il y a certains produits eh bien, que le client ne trouvait plus parce qu'on sort de 2 années de Covid, on sort également de plusieurs confinements. Il y a plusieurs pays qui confinaient, qui déconfinaient, et en même temps, la guerre en Europe, eh bien tout cela amène à avoir cette situation inflationniste. Donc, Mais ça veut dire que c'est pas prêt de s'arranger, c'est ça que vous nous dites? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de rappeler le contexte que nous vivons maintenant depuis 12 mois. Et ces clients qui d'ores et déjà, ils étaient à 20, 30 euros de prêt par mois, eh bien maintenant, quand vous retirez de leur pouvoir d'achat 13%, 20%, eh bien c'est de plus en plus difficile. Donc, quelle solution à cette situation? Je ne suis pas économiste, mais je ne crois pas personnellement que cette inflation va continuer sur le même rythme, donc pour les mois à venir. Donc je ne pense pas que cette inflation, on va encore avoir 13%. Donc ça veut dire que, selon vous, à un moment, les prix vont se stabiliser et qu'on va quoi? Est-ce qu'on va revenir à la normale? On n'a jamais vu dans l'histoire qu'on revenait à la normale sur le niveau des prix. Alors, si ce que vous appelez la normale, c'est janvier 2022, ça, je ne pense pas que c'est pour tout de suite, pour être tout à fait transparent. Maintenant, si ce que vous appelez à la normale, c'est-à-dire encaisser cette inflation, et puis maintenant repartir sur un rythme inflationniste qu'on a connu par le passé, 1%, 0,5%, c'est-à-dire les prix augmentent très classique. légèrement. Bon, c'est une petite inflation que les économistes apprécient, parce qu'une petite inflation, ça fait tourner l'économie. Donc, par rapport à ça, j'ai travaillé avec les équipes de Carrefour pour répondre à cette situation inflationniste. Alors,
Rapidement, oui. Moi, personnellement, j'ai une expérience parce que j'ai travaillé en Turquie et en Argentine, 2 pays inflationnistes qui connaissent l'inflation et l'hyperinflation. Alors pour l'augmentation des prix, donc l'inflation, par exemple en Argentine, on est sur de l'ordre de 1800%. Enfin, c'est des taux énormes. Si vous regardez sur 20 ans, oui. Ouais. Oui. C'est vrai que les prix, on les a augmentés l'après-midi par rapport au matin. C'est ça. Mhm. Alors, justement, Gilles Rotillon, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette augmentation? Est-ce que vous diriez qu'on peut revenir en arrière ou il va véritablement falloir qu'on s'habitue à cette vie chère? Bon, je ne vais pas répondre à la question comme ça, mais il faut d'abord comprendre pourquoi il y a de l'inflation. Si on veut lutter contre l'inflation, il faut d'abord expliquer d'où elle vient. Alors, il y a 2 grands types d'explications. Il y a une vieille explication classique qui remonte de très très longtemps pour les économistes, c'est ce qu'on appelle la boucle prix-salaire. L'inflation, c'est parce que les salaires sont trop élevés, donc il y a une demande importante aux entreprises, et les entreprises, comme elles ont une demande élevée, elles en profitent pour augmenter leurs prix, et du coup les salaires augmentent, parce que comme les prix augmentent, il faut continuer à pouvoir acheter, et donc il y a un cercle vicieux qui s'installe. Les prix augmentent, donc les salaires vont augmenter parce que les gens réclament des salaires plus élevés, donc les prix augmentent, etc. C'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. Dans le monde, les salaires, ils sont pour l'essentiel bloqués ou ils augmentent moins que l'inflation. La deuxième cause qui fait pourquoi il y a l'inflation aujourd'hui, c'est ce qu'a dit le directeur général de Carrefour à l'instant, enfin deux des raisons. Il y a d'abord le Covid qui a complètement désorganisé les chaînes de valeur. Bon, il faut savoir que, vous savez que la production mondiale, elle est totalement éparpillée. On fabrique des produits par petits morceaux, à droite, à gauche. Ce qui veut dire que, pour être clair, une boîte de conserve, on va prendre la production, par exemple en Espagne, et on va l'envoyer à l'autre bout du monde pour faire la boîte qui est autour, et elle va revenir en France. C'est ça l'idée? Oui, bien sûr. Ou une voiture, il y a des pièces qui sont faites à un endroit, d'autres pièces qui sont faites à un autre endroit, et puis on réunit tout ça. Bon, et le Covid a désorganisé complètement ça. Donc il y a eu des endroits, il y avait des matières premières qui manquaient, par exemple. Il y a des composants électroniques qui manquaient. Donc du coup, les prix ont augmenté parce que ces composants devenaient plus rares, et donc effectivement, ça avait un impact sur les prix. Et c'est cette rareté qui fait que les prix augmentent? Non, c'est pas seulement ça, non. C'est une des causes. La deuxième cause, c'est évidemment la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, elle a entraîné à la fois des pénuries dans le domaine du blé, par exemple. L'Ukraine est un des plus gros producteurs de blé mondial. Donc ça a entraîné une pression d'un seul coup. Là où on achetait du blé, il fallait l'acheter ailleurs, donc ça pouvait coûter plus cher. Et puis aussi, évidemment, sur l'énergie. Puisque le fait que l'Europe prenne des mesures de répression sur Poutine en achetant plus son gaz, ça a entraîné qu'il a fallu l'acheter ailleurs, et donc ça a augmenté assez considérablement les prix de l'énergie. L'énergie, c'est un des gros facteurs de l'inflation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a inflation comme ça? L'effet fondamental, c'est que ça joue sur la répartition de la valeur entre, en gros, les salaires et les profits pour être le plus clair possible. Quand les salaires augmentent plus vite que l'inflation, finalement, ils sont gagnants. Les prix augmentent, mais le salaire augmente plus vite que les prix, donc on peut acheter plus qu'avant. Et là, c'est plus le cas? C'est pas du tout le cas, c'est l'inverse, évidemment. Et quand c'est le cas, donc quand les salaires augmentent plus vite que l'inflation, forcément, puisque la somme globale de valeur créée dans une économie, à un moment donné, elle est constante. Oh là 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 là, ça devient compliqué pour ceux qui n'ont pas fait éco, là. Si vous voulez, vous produisez une certaine valeur, le PIB par exemple, dans l'économie, qui se partage en deux pour les revenus, d'un côté les salaires, de l'autre côté les profits. Si les salaires augmentent plus vite qu'avant, que les prix, eh bien la part des profits va diminuer. Si c'est le contraire, si les salaires augmentent moins vite, la part des profits va augmenter. Donc c'est un conflit de répartition. L'inflation, alors comment on pourrait lutter contre ça? C'est très simple. On va y revenir sur comment on lutte. Oui, mais ça, donc, alors, la dernière chose que je voudrais dire par rapport à l'aspect énergétique, parce que c'est un point évidemment très important, on paye d'une certaine façon notre inaction dans le domaine climatique.
C'est-à-dire que on est dépendant du fossile. On sait que 80%... Donc le fossile, c'est le gaz, c'est le pétrole, le charbon. 80% de l'énergie mondiale est à base de fossiles. Et on sait que c'est ça qui crée le changement climatique. Ouais. Donc la seule solution au niveau physique pour essayer de limiter le changement climatique, c'est de diminuer les émissions qu'on envoie dans l'atmosphère en termes de fossiles. Donc il faut se débarrasser des fossiles. On a trop de charbon, on a trop de pétrole, on a trop de gaz. Et ça justement, mais on y reviendra sur les alternatives. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alors non mais monsieur rigole, alors que lui aussi on se connaît maintenant. Alors, vous allez pouvoir me raconter, monsieur, comment vous passez vos samedis entiers avec votre maman à faire le tour de l'Essonne pour aller faire tous les magasins possibles parce que l'eau c'est ici, la viande c'est là, le couscous c'est là-bas. Vous pouvez me le dire. Donc bonjour, bonjour tout le monde. Donc oui, je confirme que je banalise mes samedis à faire l'ensemble de l'Essonne et voire même du 77 à faire différentes courses pour essayer de faire une sorte de concurrence à payer le moins cher possible, parce que voilà, mes parents sont à la retraite et ils n'ont pas forcément des possibilités de conduite. Donc je deviens Uber pour ma famille, pour essayer de trouver des prix abordables et attractifs, pour essayer de remplir le frigo et les placards. Bon, c'est pas toujours facile, et c'est aussi le réseau d'internet, de contacts aussi du quartier, parce que je me sers aussi des familles aussi on se partage les petits fillons, les petits pistes pour essayer de faire les courses. C'est pas forcément facile, mais on essaye de joindre les deux bouts, mais du mieux. Ce qui veut dire que vous, par exemple, vous aidez vos parents, qui sont tous les deux à la retraite. Vous voyez clairement que sur vos salaires, en fait, il y a des difficultés, ça tire beaucoup plus qu'avant. Comment est-ce que, par exemple, vous voyez ça au quotidien, cette augmentation des prix? Évidemment, à faire le tour du 77 et du 91, la flambée de l'essence, vous la sentez, ça c'est évident. Mais vous, comment est-ce que vous voyez au quotidien cette augmentation? Avant, vous ne faisiez pas justement tout ce tour de l'Essonne? Avant, je ne faisais pas le tour de l'Essonne. Il y avait juste 2-3 magasins et on trouvait le tout. Maintenant, je suis obligé de faire l'ensemble des magasins, des boutiques, pour essayer de combler et éviter de manquer quoi que ce soit. Et j'ai pas le choix. J'ai pas le choix pour essayer de satisfaire tout le monde. Et par ailleurs, vous travaillez aussi sur un des centres sociaux de la ville. Ça, vous le voyez, en fait, cette augmentation des difficultés avec les familles? Exactement. Même par rapport aux familles qui ont du mal à joindre les deux bouts, c'est de leur donner des pistes, des réseaux que je connais aussi par rapport aux familles, pour essayer qu'eux aussi puissent trouver leurs besoins. Karima, rapidement. Pardon, mais ça c'est un truc... C'est devenu la conversation principale dans les ateliers que vous avez au centre social? Oui, effectivement. Au départ, on ne se posait pas trop la question parce qu'on a été habitué quelque part à payer les choses pas chères. Il y a une crise agricole qui est là, qui est présente depuis déjà une décennie. Et on ne s'en souciait pas tant que ça parce que nous, ça faisait nos affaires. On avait des prix pas chers. Donc aujourd'hui, ça nous impacte et ça nous concerne davantage. Donc il faut se recentrer aussi sur tout ce qui nous entoure, ce que je disais. Et c'est vrai que maintenant, il va falloir consommer autrement parce qu'il y a aussi l'impact écologique qui demeure de toute manière. Et du coup, revoir nos habitudes alimentaires de consommation en général. Voilà. Alors il y a deux choses. Olivier Grignon, dans ce que viennent de nous dire Karima et Mehdi, c'est qu'en fait, on est obligé de... Comment dire ? De se lancer dans une espèce d'enquête presque policière pour faire en sorte de remplir son caddie. Vous, au Secours populaire dans l'Essonne, c'est ces gens-là aussi que vous voyez arriver, ceux qui sont en grande difficulté et qui sont dans l'incapacité, parce qu'on le disait à l'instant avec Gilles Rotillon, parce que les salaires n'augmentent pas, on ne peut pas faire face. Oui,
Oui, vous m'entendez. Bonjour à tous. Alors, oui, bien sûr, nous au Secours Populaire, on vit les conséquences de tout ce que vous voyez là. Alors attention, hein, c'est une situation qui préexiste depuis de très nombreuses années. Le Covid et la hausse des prix là est un facteur aggravant de quelque chose qui se dégrade depuis des décennies. Hein, faut être lucide là-dessus. C'est-à-dire que depuis que je suis au Secours Populaire Français, je n'ai jamais vu des situations qui s'amélioraient. C'est-à-dire que petit à petit, on touche des populations de plus en plus importantes. Et c'est vrai que le Covid a été un facteur aggravant colossal, mais on voyait déjà préexister ces sujets. On voyait des nouvelles populations arriver, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur... si on est sur des chiffres réalistes, on est au moins sur 10 à 15% de nouvelles personnes qui viennent frapper à nos portes chaque année. Avant, c'était 3 ou 4%. Mais on a toujours eu une situation qui s'aggravait. Et c'est en ça où je ne suis pas aujourd'hui extrêmement optimiste. C'est parce que depuis que je suis au secours, je vois que les choses se dégradent. Mais alors justement, petit sondage là dans le public à main levée. Est-ce que vous avez vu des gens dont la situation autour de vous s'est vraiment dégradée? Ou alors vous êtes timide. Est-ce que vous avez vu que la situation a empiré pour des proches qui ont vraiment plus de difficultés? Comment Ah, madame, hop, du coup je viens vous voir pour que vous me racontiez. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, c'est ma mère, en fait. Hein. J'ai vu, en fait, comment elle... alors, elle osait pas nous dire qu'elle avait des difficultés, mais quand on arrivait, par exemple, le 25 du mois, il n'y avait plus rien dans le frigo. Voilà. Et aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est l'impact sur la santé. Parce que les personnes âgées sont sujettes à l'anémie. Donc, c'est la relation, finalement, de l'inflation... le problème des prix qui montent, ils ne peuvent plus finalement se nourrir convenablement et après ça va se répercuter sur leur santé, voilà. Ça veut dire que votre maman, elle vous a rien dit? C'est vous qui vous êtes rendu compte qu'il n'y avait plus rien dans le frigo? Oui, c'est ça. Donc avec ma sœur à l'époque, alors on s'est demandé quoi faire. Donc on lui a donné de l'argent finalement tous les mois, puis pour qu'elle ne se retrouve pas dans cette situation-là. Elle est à la retraite, votre maman? Oui. Elle a une toute petite retraite? Oui, c'est cela. Elle a 87 ans maintenant. Et vous avez une idée de sa retraite? Je pense qu'elle est autour de 1200 peut-être. Mais comme elle a une maison, et puis lui dire maintenant tu vas ailleurs, ça serait impossible. Donc c'est nous qui avons décidé de lui donner de l'argent en fait. Et cette maison, faut la chauffer, j'imagine? Oh, alors là, je vous raconte pas. Là, ça, c'est encore un autre problème. Non, justement, racontez-nous. En fait, elle fait très attention à la température chez elle. Et là, elle vient de commander une porte. Alors, imaginez la porte. Toutes les économies qu'elle avait sont passées dans la porte, en fait. Voilà. Pour essayer de gagner quelques degrés. Oui, exactement. Parce qu'il y avait des perditions de chaleur. Bon, en fait, tout s'enchaîne, en fait. Voilà. On a souvent affaire à ce genre de situation quand même extrêmement complexe. C'est-à-dire que la vie chère, c'est, on le disait, à la fois l'alimentation, le chauffage, donc l'énergie. Derrière, c'est toute notre mobilité. Rami, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qu'on a entendu, en fait, ces stratégies qu'on met en place, derrière la question des salaires, en fait, qui n'augmentent pas, ce qu'on disait tout à l'heure sur la répartition de la valeur, en fait... D'un côté, on fait des profits. De l'autre, en fait, les gens qui travaillent ont du mal à joindre les deux bouts. Et de l'autre, c'est Karima qui nous disait ça, on s'est peut-être un petit peu trop habitué à payer les choses pas chères. Et de l'autre côté, on a aussi des agriculteurs, des producteurs, en fait, qui sont pas capables de vivre dignement. Alors, cette équation-là, elle est pas simple. C'est sûr que c'est pas simple, parce qu'en fait, il faut à la fois trouver les produits ou les opportunités pas chères,
ou moins cher, mais aussi tout en faisant attention à la santé. On ne peut pas acheter n'importe quoi, on ne peut pas donner à ses parents, à sa famille, à ses enfants, des produits de mauvaise qualité. Donc, c'est sûr que ce n'est pas simple. Si je peux me permettre de partager 5 suggestions sur lesquelles j'ai travaillé avec mes équipes et que je mets aussi en place dans ma propre famille, donc des suggestions, des préconisations, parce que cette situation, elle est difficile et c'est une perte d'argent pour tous. Alors, les salaires augmentent, mais les salaires n'augmentent pas aussi vite que l'inflation. Par exemple, à Carrefour, les salaires, ils ont augmenté ? Les salaires augmentent, naturellement. Mais... Naturellement, parce qu'on a ce qu'on appelle le GVT dans le... Voilà, c'est-à-dire c'est l'augmentation naturelle parce qu'il y a l'âge, parce qu'il y a l'ancienneté, etc. Mais on voit qu'il y a beaucoup de grèves en ce moment. Les salaires aujourd'hui augmentent, mais ce qu'a dit le professeur est tout à fait vrai. C'est-à-dire les salaires augmentent, mais pas à la même vitesse que l'inflation. Donc ça veut dire qu'il y a une déperdition. Ça veut dire qu'il y a un déclassement social de la société. C'est ça ce qu'il faut éclairer. Maintenant, moi j'ai 5 préconisations à partager avec vous, si vous permettez, ce que je partage avec mes enfants, avec ma propre famille. Tout d'abord, et je vais prêcher pour ma paroisse, Carrefour, on a mis en place une catégorie de produits qu'on a appelé simples, S-I-M-P-L, simple, comme le mot simple, sans E à la fin. Simple, ce sont des produits dont la qualité, elle est garantie et qui sont vendus à un prix très intéressant. Aussi, la marque de distributeur, Carrefour, nos produits sont vendus 30% moins cher que la marque nationale. Ma 3e suggestion, c'est d'acheter les produits de la marque nationale en promotion. Quand il s'agit de marques très connues, eh bien, il faut chercher les promotions et les distributeurs en font et Carrefour en fait régulièrement. Donc, il faut chercher les promotions et les acheter. Parce que souvent, la promotion, c'est plus de 30% de réduction. La 4e suggestion, c'est de noter ce que nous jetons à la maison. Ah oui, le gaspillage. Moi, j'ai mis une feuille au-dessus de la poubelle et des poubelles et j'ai demandé à mes enfants, à chaque fois on jette quelque chose, eh bien, il faut le noter. Comme ça, avant d'aller faire les courses la prochaine fois, on verra que les yaourts, on en a jeté 2. On a acheté du fromage halloumi, eh bien, qu'on a jeté, voilà. Et donc, la fois d'après, on n'y va pas seulement avec les yeux, on y va aussi avec, tiens, je me souviens qu'on a jeté ceci et cela. Donc, je rends mes achats un peu plus sages et un peu plus directs. C'est ça ce que moi je conseille à mes enfants. D'ailleurs, ce matin, j'ai regardé la feuille, elle était à moitié pleine. Et donc, il y a encore et encore des efforts. Si nous faisons tous attention au gaspillage alimentaire, et si nous arrivons à éviter le gaspillage alimentaire, ça permettrait, c'est pas de solutionner le problème, mais de le rendre un peu moins complexe. Et ma 5e préconisation, c'est de communiquer entre les consommateurs, entre les clients, entre les familles. Il y a les groupes WhatsApp, entre les parents d'école, etc., dire dans telle enseigne, tel magasin, ils font telle promotion. Ouais. Je pense que ça aide ceux qui ont moins accès à l'information, donc aussi d'avoir accès à l'information. Ouais, alors justement, à côté de moi, il y a Madame Bonplan, les bons plans de l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Ça va, merci. C'est quoi vos bons plans à vous, vos préconisations ? Les bons plans, alors il y a les bons plans économie d'eau et d'énergie déjà. Donc on s'était vu, on avait partagé les bons plans de détecteurs de présence à l'intérieur du domicile pour pas activer les interrupteurs électriques à tout va. On partage des bons plans sur couper les multiprises, les veilles de micro-ondes, etc. Donc j'ai fait la différence moi-même. J'ai fait pas mal d'économies sur ma facture d'électricité. Après, sur tout ce qui est alimentaire, alors nous, on part plus sur un planning à la semaine pour justement se projeter et faire participer tout le monde à se dire quels seront les menus de la semaine, ce qui évite d'acheter à tout va quand on va dans un magasin, éviter le gaspillage.
Du coup, il y a aussi la façon dont on s'alimente. Nous, on fait un peu plus attention de ce qu'on achète au niveau de la qualité, puisqu'en fait, quand on achète par exemple de la farine chez un agriculteur, en fait, c'est pas la même farine qu'on trouve dans les supermarchés. Après, je dis pas que les supermarchés produisent des produits, voilà, mais le fait de s'alimenter différemment, d'avoir un mode de vie différent au niveau alimentation, en fait, on va être sur le préventif au niveau de la santé et on va manger plus sainement et le portefeuille s'en ressent amplement. Voilà. Et ça, ces bons plans, on les trouve sur... Ah oui, un gars, une fille en Essonne. Hein. C'est un compte Instagram. TikTok, Insta, Facebook et YouTube aussi, c'est en cours. Voilà, donc on partage des bons plans en live. Après, suivez-nous sur notre page pour voir un petit peu ce qu'on fait. Merci. Ça peut être une option, Monsieur Grignon, de faire justement ces petites préconisations, ces petits trucs en plus qui nous permettent de faire des économies. Est-ce que ça peut suffire ? Je ne sais pas si ça peut suffire. En tout cas, c'est une façon d'aider, de limiter la casse. C'est un sujet sur lequel on est très présent dans nos permanences d'accueil, hein, c'est-à-dire apprendre déjà à cuisiner certains produits, délaisser des produits coûteux mais qui n'apportent aucun intérêt nutritionnel. Donc oui, ça c'est des sujets sur lesquels on est constamment, mais ça n'empêche pas qu'on a de plus en plus de personnes qui arrivent et juste finir, parce que ça a été dit aussi à un moment, il y a un des sujets où les coûts explosent, c'est la santé. Et c'est pas forcément même un problème d'inflation, c'est un problème d'absence de structures de santé. On le voit sur ce territoire, mais on le voit de plus en plus dans les territoires. Et si on veut se faire soigner aujourd'hui, si c'est urgent, on est obligé d'aller dans du secteur privé. Là, on explose les coûts. Le secteur public se casse la figure. Et là, les répercussions sont énormes et dramatiques. Mais justement, Madame nous disait tout à l'heure, elle nous parlait de sa maman, qui n'a plus rien dans le frigo à partir du 25, qui a du mal à se chauffer. Vous, c'est le type de population que vous voyez arriver, par exemple, des personnes à la retraite qui ont des petites retraites. On a aussi beaucoup vu des étudiants. Il y a une université sur le territoire d'Evry. Est-ce qu'il y a un espèce de profil type des gens qui viennent sonner chez vous pour un peu d'aide ? Alors, en fait, la crise, le Covid et ce qui se passe a aggravé toutes les situations existantes. C'est-à-dire les personnes qui étaient très très en difficulté sont toujours présentes, mais des personnes qui étaient peu présentes comme les étudiants, où il fallait aller vers eux, maintenant ils viennent vers nous. Effectivement, les personnes à la retraite, qui étaient une catégorie de personnes qui dans les années 90 sortaient de la pauvreté, replongent aujourd'hui. On a eu une décennie où ça allait plutôt bien pour eux, pour ces personnes-là. Maintenant, ça devient dramatique du fait de l'absence d'une carrière entière et puis à des niveaux de retraite qui sont très très bas. Donc oui, on a des personnes qui avaient disparu des radars et qui réapparaissent. Donc pour la retraite et les étudiants, oui, alors là c'est une des situations qui explosent. Rien que sur Évry, notre permanence d'accueil, on reçoit en 2022, c'était 987 étudiants. Donc c'est 1000 étudiants, rien que sur notre ville, qui viennent nous demander de l'aide dans l'année. C'est énorme. Et puis ils viennent, il ne faut pas aller les voir, c'est eux qui viennent. Donc ça veut dire que leur situation est vraiment très très lourde. Ouais, 1000 étudiants, ça paraît considérable. Gilles Rotillon, qu'est-ce que vous pensez justement de tout ce qu'on vient de se dire ? Voilà. On bricole, on essaye de remplir le frigo, on voit les difficultés aussi face aux questions d'énergie, de chauffage. On a des petites retraites, on a des étudiants qui sont en difficulté. Comment on fait face à ce constat qui paraît particulièrement aride ? Alors, comment on fait ?
Ça marche? Ça marche. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avant d'être sûr avant de proposer quelque chose? Alors, pour rebondir un peu sur les différentes préconisations, par exemple, on voit bien que ça ne peut pas marcher, quoi. Imaginez que tout le monde achète simple. Il y a un problème. Qu'est-ce qui achète ce qui n'est pas simple? Carrefour, il ne fonctionne pas avec que des produits simples. Donc si tout le monde achetait simple, ça ne pourrait pas, au niveau global, fonctionner. Donc il y a un problème logique, là, hein, simplement. On offre des produits différents et évidemment, il faut que tous ces produits se vendent, sinon il y a plein de gens qui vont faire faillite, hein. Donc les produits simples, c'est pas une solution globale. Ça peut être une solution évidemment individuelle, et je comprends tout à fait que les gens fassent ça quand ils sont coincés. Moi, ma mère, il y a très très longtemps, il y a 50 ans, elle achetait la baguette à un endroit, le lait à un autre endroit, les tomates à un troisième endroit, et elle passait sa journée à faire des courses. Donc je connais très bien, ça date pas d'aujourd'hui, cette débrouille individuelle pour trouver le bon plan, etc. Mais c'est clairement pas la solution générale. On ne peut pas dire aux gens, débrouillez-vous, il y a des produits suffisamment simples partout pour que vous en sortiez. Ça ne peut pas marcher, évidemment. Alors, la deuxième chose, c'est les solutions globales qui nous sont proposées. Il y en a deux principales. La première, c'est ce que font les banques centrales actuellement, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Si vous augmentez les taux d'intérêt, ça veut dire que vous rendez l'argent plus cher, donc les banques vont faire moins de crédits. Du coup, les gens ne pourront pas avoir des crédits pour acheter des produits, quels qu'ils soient. D'ailleurs, d'une manière générale, il y aura moins d'argent dans la population et ça va faire baisser la demande. Si ça fait baisser la demande, on va évidemment être obligé de baisser du point de vue des producteurs. Ils vont pouvoir moins avoir de clients, donc ils vont baisser leur prix. Et donc ça va limiter l'inflation. Alors ça, c'est totalement dans la logique que l'inflation découlerait de la boucle prix-salaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Comme ce n'est pas du tout le cas, c'est une solution qui ne peut pas marcher. Ça ne peut que comprimer les salaires encore plus, les revenus des gens, et donc ça va faire le cercle vicieux inverse. Les gens auront de moins en moins d'argent, les taux d'intérêt vont monter, ils continueront à avoir moins d'argent, les taux d'intérêt vont monter, et ainsi de suite. Et à la fin, ça s'appelle une récession. On a connu ça après la crise de 2010 en Europe. La Banque centrale a augmenté très fortement ses taux d'intérêt, et on a eu une récession sur plusieurs années. Donc, ce système-là, ça ne peut pas fonctionner. L'augmentation des taux d'intérêt, c'est une fausse solution. Une autre fausse solution, c'est baisser la TVA sur des produits de première nécessité, par exemple. Ça, c'est ce qu'on a beaucoup entendu, effectivement. Voilà, on a beaucoup entendu ce genre de choses. C'est une très mauvaise idée. Alors, évidemment qu'à très court terme, pour ceux qui bénéficient, enfin, qui achètent des produits de première nécessité, c'est un petit avantage pendant un certain temps. Mais la difficulté, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que baisser la TVA, il faut que ce soit répercuté dans les prix. Et dans une économie comme les nôtres aujourd'hui, où les prix sont libres, ils ne sont pas bloqués. Si les prix étaient bloqués, ça pourrait être une solution. Oui, mais on en a parlé aussi du blocage des prix. Mais, bien sûr, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour des gouvernements qu'on a. Les blocages des prix sont totalement interdits. Donc, si on ne bloque pas les prix, les entreprises sont libres de faire ce qu'elles veulent. Et ce qu'elles veulent, ça dépend, mais il y en a qui vont évidemment répercuter dans leur prix, mais les trois quarts, j'en sais rien, mais ça a été fait pour la restauration il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il y a eu des baisses de TVA dans la restauration. Si vous êtes allé au restaurant pendant ces périodes-là, on ne peut pas dire que les prix dans les restaurants ont fortement baissé. Ils ont baissé très marginalement, souvent sur un produit. Il y avait un plat qui était un peu moins cher, des choses comme ça. Donc, ça ne marche pas parce qu'il n'y a aucune garantie que ce soit répercuté dans les prix, dans une économie où les prix sont libres, ce qui est le cas de la nôtre. Et puis la deuxième raison qui est encore plus importante, c'est qu'il ne faut pas oublier que la TVA, c'est la recette la plus importante de l'État. C'est celle qui rapporte le plus. Si vous baissez la TVA, vous baissez les recettes de l'État. Donc l'État a moins de possibilités pour intervenir dans quelques domaines que ce soit la transition écologique, que ce soit les aides aux plus défavorisés, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la santé, etc. Donc il y a une pression, la demande de l'État est plus faible, et du coup les entreprises en pâtissent aussi, bien sûr, puisque l'État leur commande moins de choses, puisqu'ils ont moins de recettes.
On comprend que c'est un cercle vicieux, en fait. C'est ça l'idée. C'est un cercle totalement vicieux. Donc, ce système-là, baisser la TVA, ça ne peut pas marcher si on ne bloque pas les prix ou si on n'augmente pas les salaires au-delà de l'inflation. Alors justement, j'ai une dame qui vient de faire ses courses. Bonjour madame. Oui, bonjour. C'est quoi votre petit nom? Thérèse. Enchantée Thérèse, moi c'est Nora. Oui. Alors Thérèse, là vous avez un sac de courses qui est plein. Qu'est-ce que vous avez acheté? Des aubergines, des légumes, quoi. Oui. Ça vous a coûté cher? Ben oui, parce qu'une aubergine coûte 1,38 €. 1,38 € l'aubergine? Une seule? Une seule. Et puis bon, là... Un poivron, 1,13 €? Oui. Ouais. C'est cher quand même. Oui, c'est cher, c'est cher. Ça ne coûtait pas ça, mais bon, comme c'est la vie chère, tout a augmenté. Comment vous vous en sortez alors? Ben, c'est ce que j'ai envie de manger, je suis obligée. Et ça veut dire que vous êtes obligé de vous priver d'autres choses? Oui, de me priver et de me nourrir bien. Et vous vous privez sur quoi, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez arrêté d'acheter? Oui, des choses que j'ai arrêtées. Et... Donc, en fait, c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant. Voilà. Ouais. Et si on vous disait qu'on bloque les prix, est-ce que ce serait une bonne idée? Oui, ça serait une bonne idée. Par exemple, le poivre ne devait pas coûter quand même 1,13 €. Au moins 1 €, je pense que ça va. Oui. Mais là, ça fait 1,13 €. Et puis, il y a carottes qui coûtent 1,48 €. Donc là, en fait, vous, dans votre tête, vous avez scanné tous les prix, vous les avez appris par cœur. Oui, puisque je les ai achetés individuellement, donc puisque je les ai dans mon caddie. Ouais. Merci Thérèse. Monsieur le président de Carrefour, je vous vois. Pourquoi on ne bloquerait pas les prix? Est-ce que ça c'est possible de bloquer les prix? Parce que Thérèse, elle nous dit, finalement, 1,13 € le poivron, 1,38 € une aubergine. Vous avez évoqué tout à l'heure les produits de distributeurs, les marques de distributeurs, etc. Mais quand on veut se nourrir bien, c'est ce que Karima nous disait aussi tout à l'heure, quand on veut se nourrir bien, manger des légumes, transformer soi-même, faire la cuisine, et puis à l'autre bout, payer correctement les agriculteurs, comment on fait? Eh bien... En octobre, nous avons décidé de bloquer les prix de 100 produits, donc pour une période de 100 jours. Donc nous avons sélectionné 100 produits, Simple et d'autres produits également, pour lesquels on a bloqué les prix pendant 100 jours. Donc naturellement, l'opération s'est terminée le 10 janvier dernier, et maintenant nous sommes en train de travailler sur une autre sélection de produits pour effectivement les proposer à des prix pratiquement sans marge pour le distributeur. Monsieur, bonjour. Ah, il a eu peur. Il m'a regardé en mode « venez pas à moi ». Vous allez bien? Oui, bien, merci. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous, par exemple, c'est quoi le truc qui vous coûte le plus cher? Concernant quel produit? Justement, en général, est-ce que c'est l'essence? Est-ce que c'est la nourriture? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'augmentation des prix ces derniers mois? L'alimentaire. L'alimentaire? Ouais. Il y a des choses sur lesquelles vous vous privez? Les choses qui sont classiques. On en prend tous les jours, ou bien une fois chaque semaine. Ouais. Et par exemple, est-ce que vous avez une voiture? Non. Donc là, vous, pour le coup, si, vous avez le pass Navigo qui a augmenté. Les transports. Et à Paris, on n'a pas besoin de voiture parce que c'est très cher. Ouais. Parking et tout ça. Bon, merci. Il y a aussi, madame, sur les questions d'énergie. Hop. Bonjour. Je viens à vous. On a beaucoup parlé d'énergie, justement. Bonjour, oui, en effet. Et vous travaillez sur ces questions? Oui, tout à fait. Je travaille à l'Agence de l'énergie et du climat sud-parisienne, qui est un organisme qui est là pour conseiller justement les personnes sur la maîtrise de l'énergie, la rénovation énergétique, ce genre de problèmes.
Et ça veut dire que vous avez plus de demandes aujourd'hui? Est-ce que ça a empiré? On parle beaucoup justement de la rénovation des bâtiments, mais en fait, il y a peu de gens qui ont véritablement les moyens de s'offrir ça. Madame nous racontait que sa maman a payé très cher une porte pour gagner quelques degrés. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on les accompagne par rapport à toutes les aides qui existent. On les conseille techniquement et puis on leur dit toutes les aides auxquelles ils ont droit. Il y a un véritable accompagnement pendant tout le projet de rénovation énergétique. Et pour les personnes qui ne sont pas propriétaires, on fait aussi du conseil en maîtrise de l'énergie, en maîtrise des factures. Beaucoup de personnes viennent nous voir en nous disant on veut faire baisser nos factures d'électricité, de gaz. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des éco-gestes qui peuvent être mis en place. Il y a des tas de choses qui peuvent être mises en place. Ça veut dire que même en n'étant pas propriétaire, même si notre propriétaire ne décide pas de faire des gros travaux, nous, au quotidien, on peut faire quelque chose dans nos appartements, dans nos maisons. Absolument. Absolument. Et pourquoi c'est pas quelque chose auquel on a accès partout? Pourquoi c'est pas à la télévision? Alors on en parle un peu plus à la télévision cette année quand même, mais bon, après pourquoi on n'en parle pas plus, je ne sais pas, justement. Mais on peut venir vous voir du coup pour des tuyaux? Absolument, absolument. Nous sommes à la maison départementale de l'habitat, ici à Évry, et on reçoit ce rendez-vous. Olivier Grinon, ça c'est un truc important. Enfin, justement, la question, on le disait tout à l'heure, en fait, de l'énergie. Est-ce qu'on accompagne assez les gens? Est-ce qu'ils sont véritablement au courant de tout ce à quoi ils peuvent prétendre? Ou est-ce que vraiment on n'est pas à la hauteur non plus en termes d'aide? Alors c'est difficile de répondre à ça parce que nous on est effectivement dans ce côté constat. Bon, il y a là en ce moment un doublement des coûts des prix de l'énergie un peu partout. À titre personnel, j'habite dans un HLM. Ma facture énergie est multipliée par 2. Oui. Donc, et mesdames aussi, quand on s'en est parlé la semaine dernière, madame au milieu, votre facture, elle a été multipliée par 2 pour l'appartement. Électricité et gaz. Donc, évidemment, nous on oriente sur toutes les aides, mais elles ne compensent pas de très loin les coûts. Et là, enfin, c'est bien que vous parliez de hausse des prix de l'alimentaire parce que c'est le point de fixation de toutes les personnes que l'on rencontre. Ils viennent nous voir pour de l'alimentaire. Et à partir du moment où on répond sur le côté alimentaire, bon, ça va un petit peu mieux, mais ça veut dire surtout qu'ils délaissent tout le reste. Tout le reste, c'est-à-dire qu'on se fixe sur l'alimentaire, donc on se fixe beaucoup moins sur la santé. Je reviens, c'est une bombe dans les 10 ans qui viennent, clairement. Les personnes qui vont pas soigner leurs dents, qui vont pas voir l'ophtalmo, qui peuvent pas aller voir un spécialiste, parce que effectivement toutes les énergies sont consacrées à acheter de l'alimentaire. Et nous, on a énormément de mal à dire attendez, il faut aussi faire attention au reste, parce que on va vous aider sur l'alimentaire, mais il y a le problème du chauffage et effectivement des loyers. On a de plus en plus de personnes qui ont du mal à régler leur loyer. Et là, une association va limiter la casse pour empêcher un impayé, mais va pas rembourser une dette de loyer. Ouais. Et puis surtout, pendant ce temps-là, on ne fait pas attention au reste, au développement de l'enfant, aux vacances, à l'accès à la culture, etc. Mais là où vous avez raison, c'est qu'en fait, on se rend compte que les dépenses contraintes dans le budget des ménages, des foyers, elles ont augmenté. Vous évoquiez les loyers, la part de l'alimentation. C'était le premier poste de budget dans les années 70. Aujourd'hui, c'est le logement. Quand on parle des questions énergétiques, justement, le chauffage, et alors les abonnements, les téléphones, etc., les dépenses contraintes ont pris tellement de place que le seul espace sur lequel on peut jouer un peu pour récupérer un peu d'argent, c'est l'alimentation. Mais là aussi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on s'est aussi habitué parce qu'on a des opérateurs, enfin on a des secteurs de la grande distribution, des centrales d'achat qui ont tiré les prix vers le bas. Rami Mathieu, est-ce qu'on ne s'est pas habitué aussi à payer les choses, pas à leur juste prix? Et comment justement on va pouvoir faire en sorte d'équilibrer un peu tout ça? Vous avez cette question par exemple avec
les agriculteurs, les industriels qui vous disent bah oui mais nous il faut qu'on paye nos salariés, tout a augmenté aussi. Enfin, je discutais tout à l'heure avec monsieur qui est entrepreneur là-bas là, et qui fait traiteur. Bah, c'est lui aussi ses factures elles ont augmenté, donc cette réalité en fait elle est un peu difficile. Vous avez tout à fait raison. Vous avez raison dans la mesure où sur les 10 dernières années, à part l'année dernière qui était une année exceptionnellement forte en inflation, il n'y a pas eu de hausse de prix plus que ça au niveau des prix alimentaires. Le consommateur, il a réparti ses dépenses entre son opérateur téléphonique, entre son logement, peut-être certains un abonnement Netflix, etc. Et maintenant, ce coût, il fait partie intégrante du revenu du foyer. Moi, je considère qu'il est tout à fait normal que le consommateur cherche à payer moins cher. Ça, c'est une certitude. En même temps, en tant que distributeur, mais aussi de consommateur responsable, nous avons la responsabilité de payer le lait au juste prix, de payer le poivron au juste prix, de payer la farine au juste prix. Parce que derrière, il y a des exploitations, il y a des agriculteurs aussi qui doivent s'en sortir à la fin du mois. Mais aussi qui doivent garantir la qualité. Et donc c'est là, tout mon travail avec mon équipe, c'est comment garantir cet équilibre entre avoir un agriculteur, un éleveur satisfait, mais aussi un client satisfait. C'est sur cet équilibre-là que nous travaillons tous les jours. Vous avez probablement suivi la marque qui s'appelle C'est qui le patron. C'est qui le patron, c'est une marque de lait où c'est le client lui-même qui décide le prix du litre du lait. Et c'est vrai que C'est qui le patron permet aux distributeurs de rembourser le prix du lait plus que la normale, donc aux éleveurs. Et ça, c'est positif. Donc en fait, la question, c'est comment maintenir l'équilibre entre les éleveurs, les agriculteurs, les gens qui s'occupent de la logistique et le distributeur, tout ça en proposant un prix pas trop cher aux clients. Et donc en fait, il faut s'occuper de tous les maillons de la chaîne et non seulement un maillon, sachant que le maillon principal, c'est le consommateur final. Ouais. Madame, comment on se retrouve ? Bonjour. Voilà, je fais une petite aparté avec mon amie et on se posait une question, enfin, elle a songé à ça d'ailleurs. On se disait, est-ce que les familles ont changé leurs habitudes de consommation ? Est-ce que les petits plats dont mes enfants ont fait il y a quelques années, hein, l'achat, des petits plats tout faits qui sont franchement mauvais pour la santé, pas très cher, mais alors c'est une catastrophe. Est-ce que les gens cuisinent moins, plus ? C'est vrai comme les légumes. Moi qui consomme beaucoup de légumes, c'est vrai que je les trouve très chers. Personnellement, je ne mange pas de viande, donc je ne me prive pas sur les légumes. Mais, enfin, je ne me prive pas, je fais quand même très attention. Mais est-ce que les jeunes ou les moins jeunes ont effectivement changé leurs habitudes ? Est-ce qu'on a changé nos habitudes alimentaires ? Est-ce que peut-être faut-il les changer ? Rami, peut-être, et puis Olivier derrière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que nous constatons, Carrefour, nous accueillons 3 millions de clients par jour. Et donc, on a assez de données, de data, si vous voulez, sur 12 mois pour voir l'évolution des comportements de nos clients. Ce que nous constatons, c'est que le client, maintenant, il arbitre en faveur de l'alimentaire au détriment du non-alimentaire. Donc, le non-alimentaire, il stagne, il baisse parfois. L'alimentaire, il stagne et il augmente parfois quand on parle de Simple et de la promotion. On constate aussi que le client, il faisait le plein du caddie une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours. Eh bien maintenant, le client, il vient avec un panier ou un caddie à moitié plein, mais il préfère venir plusieurs fois et acheter moins de choses à la fois. Donc il y a ce comportement que nous constatons, donc c'est-à-dire des visites plus fréquentes, mais des volumes d'achat moins importants qu'auparavant. Olivier Grignon, on l'a dit, ou peut-être on ne l'a pas dit, peut-être que ça n'a pas été assez clair, c'est
La madame nous disait à l'instant, moi j'ai changé mes habitudes, la viande j'en consomme quasi plus, je fais attention, je fais de la cuisine et je transforme. Soyons clairs, en fait, cette crise, elle impacte plus largement les classes les plus populaires, celles qui gagnent le moins, mais ça veut dire qu'elles sont obligées aussi de transformer leurs habitudes. Encore faut-il le pouvoir ? Oui, non, mais voilà, encore faut-il le pouvoir. Nous, en fait, ce que je disais tout au début, on arrive un peu en fin de chaîne, c'est-à-dire qu'à un moment, on a des personnes qui, quelle que soit leur façon de gérer un budget, d'acheter, n'y arrivent pas. Ouais. Donc, elles arrivent chez nous parce que, quelle que soit leur méthode, bonne ou mauvaise, après, c'est très difficile de rentrer dans ce domaine-là. On peut les conseiller sur des types d'achats, mais ça veut dire que ces personnes-là n'y arrivent plus. Donc nous... Et c'est pas du tout parce qu'elles ne savent pas gérer un budget ou parce qu'elles achèteraient des télévisions avec l'allocation de rentrée scolaire, disons-le clairement. Oui, non, mais c'est parce qu'ils ont pas de sous, hein, tout bêtement. Enfin, je veux dire, demander à une personne sans ressources d'économiser de l'argent, enfin, c'est même, c'est d'une violence extrême. Donc, non, ces personnes-là n'ont plus les moyens financiers, quoi qu'ils fassent. Ouais. Alors, projetons-nous un peu. Vous avez parlé de la santé à l'instant, mais Gilles Retillon, qu'est-ce qui se passe si on laisse filer justement cette vie chère, si on laisse aussi filer une partie de la population qui n'est plus en capacité en fait de gérer cette augmentation des prix, si on n'augmente pas les salaires ou si toutefois ils augmentent mais pas aussi vite que l'inflation, c'est quoi le risque? C'est qu'effectivement la santé finisse par être délaissée. On voit aussi la question des services publics. Qu'est-ce qui va se passer si on se projette un peu? Ce qui se projette un peu, c'est ce qui se passe déjà et ça va s'accélérer si on va dans le sens que vous dites. Alors, je voudrais quand même dire 2-3 choses. D'abord, sur le dernier point que vous évoquiez, les ménages les plus pauvres, c'est les meilleurs gestionnaires du monde. Bien sûr. Ils sont obligés de compter au sous-près. Donc, bien évidemment, c'est tout à fait le contraire de l'image qu'on va acheter l'écran plat, etc. Bon, ça, c'est vraiment la propagande absolument scandaleuse. Bon, l'autre chose, est-ce qu'il faut changer les comportements? Mais évidemment qu'il faut changer les comportements. On est aujourd'hui dans tous les domaines, dans le domaine économique, dans le domaine environnemental, dans le domaine social, dans le domaine anthropologique. Ça rejoint les aspects de la santé. On est dans une société qui est en train de s'écrouler de tous les côtés. Donc bien sûr qu'il faut changer les comportements. Alors c'est extrêmement difficile et ça n'est pas individuel. Il ne faut pas culpabiliser les gens, c'est pas de leur faute. C'est absolument pas la responsabilité des gens qui font qu'ils ne sont pas capables de... Les gens font ce qu'ils peuvent dans les contraintes qui sont les leurs. Il faut changer les contraintes. Et de ce point de vue-là, il y a des milliards de choses à faire. Je prends juste un exemple. Pourquoi l'essence, c'est si important? L'essence, c'est extrêmement important parce qu'on a aménagé le territoire pendant des dizaines d'années pour rendre la voiture obligatoire. On a éloigné les maisons des emplois. Et en faisant ça, on a rendu impossible la construction d'un service de transport en commun qui soit efficace parce qu'il serait trop dispersé, il y aurait trop de lignes à construire. Donc les gens étant loin de leur boulot, ils ne peuvent que prendre la voiture. C'est le même problème aussi avec les centres commerciaux qu'on a mis à l'extérieur. Oui. On est obligé d'aller faire des courses en voiture, sinon on ne peut pas trimballer un caddie plein pendant 2 kilomètres. Bon, donc autrement dit, dans la ville, la vie est de plus en plus impossible à cause de la voiture, des bouchons, etc. Et en banlieue, elle est obligatoire sans la voiture, elle est impossible sans la voiture. Donc pour changer ça, il faut faire le contraire de ce qu'on a fait pendant 50 ans dans l'aménagement du territoire. Il faut modifier les habitats, il faut recentrer les villes, il faut construire des transports en commun performants et qui permettent de transporter beaucoup plus de gens dans plein de directions différentes. Ça ne va pas se faire en 30 secondes. Non. Et ça va être extrêmement compliqué. Aussi dans les croyances qu'on a tous, dans nos envies aussi d'aller avoir notre petit pavillon un peu loin. En fait, il faut qu'on sorte des cadres qu'on a eus pendant 50 ans. Ça fait partie des changements de comportement. Quand on a vendu aux gens l'idée qu'il faut qu'ils aient leur petit pavillon,
Fort heureusement, Nicolas Sarkozy l'avait proposé dans sa campagne électorale, et puis il y a eu la crise de 2008 qui a coupé court à cette idée totalement farfelue. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis avec la crise des subprimes. Hein. La crise des subprimes, c'était en 2008, effectivement, oui, 2009. On leur a fait miroiter le fait qu'ils pouvaient s'acheter une maison individuelle, que c'était le rêve absolu, que c'était la liberté, etc. Et puis, total, ils ont été ruinés complètement. Il y a des millions de personnes qui sont retrouvées avec rien du tout. Donc, il faut changer tout ça. C'est un exemple, hein, mais il y a plein d'autres choses qu'il faut changer. Je prends un autre exemple. L'essence, puisque je parle encore de l'essence. L'essence, on a réduit pendant un certain temps le coût de l'essence. Mesure totalement stupide. Il faut qu'on se désaccoutume de l'essence et de la voiture. Mais qui est embêté par cette mesure-là? Pas moi. Non. Moi, je peux payer l'essence aussi cher qu'avant. Pour l'instant, j'ai une bonne retraite. J'ai aucun problème de ce point de vue-là. Par contre, il y a des tas de gens qui ont besoin effectivement d'avoir une essence beaucoup moins chère. Donc prendre une mesure globale, uniforme pour tout le monde, en ne voyant pas qu'il y a des gens qui ont largement les moyens de payer l'essence plus chère, et puis des tas de gens qui ne sont incapables de le faire, c'est clair que ça ne va pas dans le bon sens. Moi, ça ne me désaccoutume pas de l'essence. Et les autres, au contraire, ça leur enlève une partie de leur pouvoir d'achat pour rien. Ouais. Donc c'est une très très mauvaise mesure. Mais il y en a plein des comme ça. Oui, donc il faut changer tout ça. Il faut changer tout ça, et notamment, alors ici, on n'est pas encore dans la zone à faible émission, mais vous allez largement en entendre parler avec les vignettes qu'on a tous à coller sur nos pare-brises. Les vignettes 1, 2, 3, 4, 5, parce que bientôt, en fait, on ne pourra plus accéder aux limites de la A86 en Ile-de-France. On ne pourra plus rentrer dans cette zone quand on aura une vignette 4, 5 et bientôt 3. Et ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes, si on ne met pas des actions vraiment claires sur les gens qui ont ces vignettes 3, 4, 5, ça risque vraiment d'aboutir à une crise sociale, clairement. Oui, mais vous voyez, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de transition écologique sans parler de voiture électrique. Ouais. La voiture électrique, ce serait la solution pour régler des problèmes d'émissions de gaz. Alors, c'est vrai que le secteur des transports est extrêmement émetteur de gaz. Bon. Mais le problème de la voiture électrique, alors sous réserve d'ailleurs qu'elle soit si efficace au niveau environnemental, parce qu'il y a des études qui ne sont pas du tout dans ce sens-là, mais bon, admettons. Le gros problème de la voiture électrique, et pourquoi c'est présenté comme une solution majeure, c'est parce que fondamentalement, ça ne change pas les comportements. C'est ça. La voiture électrique, il n'y a pas besoin de modifier le réseau. Il n'y a pas besoin d'avoir du transport en commun. Il suffit de transformer la voiture thermique en voiture électrique. Et vous continuerez à partir tout seul au boulot, avec personne d'autre dans votre bagnole. Vous continuerez à penser que la voiture, c'est la réalisation de soi et le symbole de votre réussite professionnelle. Et donc, il y aura toujours la guerre de la voiture la plus grosse, etc. Donc, la voiture électrique ne règle aucun problème. Je dirais même qu'elle les aggrave d'une certaine façon. Rami Bettier, en tant que directeur général de Carrefour France, cette révolution, vous, la manière dont vous voyez les choses dans 10 ans, avec peut-être ce changement de comportement, ça veut dire quoi pour nous, notre consommation? Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir faire comme ce que vous faites dans des grandes villes, mettre des petits Carrefour City partout, que les grands centres commerciaux comme ça, en fait, va falloir se déshabituer, les zones industrielles où il y a des très très grandes surfaces aussi, va falloir se déshabituer? Comment vous voyez les choses? C'est suivre le bon sens. Et la société a un rôle à faire dans le changement de comportement, mais aussi le consommateur également. Du côté de la société, il faut aussi apprendre à utiliser l'énergie et l'électricité différemment. Il faut apprendre à éteindre la lumière après la fermeture du magasin, à éteindre l'enseigne pendant la nuit. Et le consommateur, aussi, il y a un changement de comportement, éteindre la télévision quand on est couché. Il faut éteindre la lumière quand il n'y a pas besoin de mettre la lumière. Mais ça, c'est que le consommateur, selon vous, du coup, qui doit faire des efforts, et on n'a pas... Pour moi, c'est le citoyen. C'est le citoyen qui doit faire un effort, parce que c'est un changement de comportement pour la planète, pour le portefeuille. Mais les grandes entreprises aussi, les industries, elles doivent faire des efforts. J'ai commencé par dire, moi d'abord, mon entreprise, mes collaborateurs d'abord. Et après ma famille, et après le voisin, et puis après tout le monde. Parce que c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir sauver le portefeuille, la santé et la planète. Parce qu'en fait, c'est un équilibre finalement.
Également, il y a un changement de comportement vis-à-vis du gaspillage alimentaire. Donc, même nous, distributeurs, il y a des aliments que des fois nous sommes amenés à jeter. Et donc, j'ai mis en place une procédure pour commander juste ce qu'il faut. Et au cas où la commande est au-dessus du besoin, eh bien, c'est comment contacter les associations locales et nationales pour faire des dons en fin de journée, justement pour ne pas jeter les aliments. Si vous saviez que le pourcentage et la quantité des aliments qu'on jette après des buffets, après des dîners, après des choses, c'est colossal. Vous n'êtes pas dans l'obligation de les donner à des associations comme le Secours Populaire, ces aliments non, normalement, il y avait une loi anti-gaspi. Je ne sais pas si c'est l'obligation. En tout cas, nous, on le fait avec beaucoup de cœur et beaucoup de bonheur. Je le dis en toute sincérité. Je ne sais pas s'il y a une obligation, d'ailleurs. Mais nous, d'abord, on dit qu'il faut commander juste ce qu'il faut. Si la commande, elle est vraiment au-dessus, il y a une erreur, et puis elle est au-dessus du besoin, à ce moment-là, il faut donner. Et c'est de cette manière-là qu'on a défini notre travail par rapport au gaspillage alimentaire, qui, à mon sens, est une grande opportunité pour tous les citoyens français à consommer, à commander ce que nous consommons. Ouais, consommer au plus juste. Olivier Grinon, si on se projette un peu, ou alors voilà, dans 10 ans, comment est-ce qu'il faudrait révolutionner tout ça pour que les choses changent? Et vous aurez le mot de la fin. La seule révolution positive, ce serait que des associations comme la nôtre n'existent plus. C'était un sujet qui pouvait être d'actualité dans fin des années 70, début 80. Elle ne l'est plus aujourd'hui. Mais moi, mon vrai souhait, c'est qu'effectivement, on ait de moins en moins de personnes qui aient besoin de nous voir. En tout cas, c'est tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Bon, bah écoutez, on va souhaiter donc très fort que le Secours Populaire et toutes les associations de ce genre, Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, etc., disparaissent. Merci à tous les trois. Rami Bettier, directeur général de Carrefour France, Olivier Grinon, secrétaire général de la Fédération du Secours Populaire de l'Essonne, Gilles Rotillon, professeur émérite en sciences économiques de l'Université de Paris-Nanterre, membre des économistes atterrés. Merci à vous tous et toutes, et les enfants aussi. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on se rejoint, on se voit encore demain. Demain, on se posera la question, même heure, midi et quart, ici, place des Cascades. Est-ce qu'on peut réparer l'école? Merci à tous et toutes. À demain.